que l'immobilier ancien repart en 2025 avec des transactions qui vont tourner autour de 850 000, 900 000. Mais quid de l'immobilier neuf? Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Nordine Hachemi. Bonjour, vous êtes le PDG de Kaufmann & Broad. Vous avez publié hier soir après bourse vos résultats semestriels. On voit que 2024, c'était dur, même si ça s'est mieux passé pour vous que pour le marché, mais qu'il y a un petit redressement sur 2025 avec des réservations globalement qui sont en hausse. Tout à fait. On retrouve une catégorie de clients qui était perdue ces dernières années. C'est en particulier, ce sont les primo-accédants et secondo-accédants. Ça, en partie grâce au taux d'intérêt. Et puis aussi sur le fait que le marché du logement aujourd'hui est bloqué et très difficile d'accès. C'est-à-dire qu'il y a un déficit d'offres de logement. Et donc, l'acquisition dans la production de logements neufs devient la solution pour beaucoup de foyers, beaucoup de familles. On sort d'une année 2024 compliquée quand même. Votre chiffre d'affaires l'année dernière avait reculé de 23,6%. Mais vous m'expliquiez juste avant qu'on entre en plateau que c'était dû à un effet de base en réalité. Donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le niveau d'activité? Alors, notre activité immobilière logement l'année dernière n'avait pas baissé de 23%. Effectivement, on avait eu en 2023 la mise en vigueur d'un contrat très important de plus d'1 milliard d'euros qui était un projet de multiproduit sur la gare d'Austerlitz. Avec la gare d'Austerlitz, voilà. Et effectivement, on n'a pas fait ça à nouveau en 2024, donc il y a un effet de base. Ceci étant, notre activité logement est plus faible que le pic qu'on a pu avoir les années précédentes, mais on a toujours été profitable sur cette activité, même en 2024. Et cette année, on annonce une hausse du chiffre d'affaires par rapport à 2024, alors qui est raisonnable, qui est de 5% environ, est largement porté par l'activité logement. Alors racontez-nous justement dans ce logement, on a dit beaucoup de mal de la maison individuelle pendant quelques années, on est revenu dessus désormais avec ces prêts à taux zéro qui sont accessibles pour les maisons individuelles. Là clairement, vous voyez une reprise sur ce type de produit? Oui, en accession, on a vraiment un retour. Nous, par exemple, dans nos chiffres, on avait sur le mix produit qu'on vendait, enfin de clients, on avait 17% l'année dernière des acquéreurs qui étaient des primo-accédants. Maintenant, on est à 25%. On retrouve à peu près la même évolution sur les secondo-accédeurs, donc des gens accédants, donc des gens qui revendent un logement pour en acheter un nouveau. Ils étaient 7% l'année dernière. Ils sont à 11% cette année. Merci la baisse des taux, c'est ça qui explique cette évolution. La baisse des taux, et puis aussi un effet qui est... Alors moi, je me suis battu contre les dispositifs tels que le Pinel, parce que je considère que c'est inflationniste. Je vous ai dit, on a un cas particulier. Vous êtes battu contre le Pinel? Oui, parce que ça fait monter les prix de manière artificielle des terrains. On a pu le voir dans de nombreux cas. Et à partir de là, les prix sont beaucoup trop élevés. Ça sort du marché une partie de l'accession. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de fiscalité sur le logement en France. Je croyais que ça faisait venir justement des investisseurs potentiels et que du coup, quand même, ça permettait de lancer des programmes. Pardon, c'est une carotte fiscale, mais au bout d'un moment, quand ça devient qu'un produit fiscal, c'est plus du logement. Oui. Et ça devient un produit financier. Et ça a eu un effet délétère sur les prix de terrain en particulier. Et ça exclut une partie du marché, les accédants, parce que les prix étant trop élevés, vous éliminez une partie de ces clients. Après, il y a un vrai sujet de trop de taxes, comme dans beaucoup d'autres secteurs, mais l'immobilier en particulier en France. Et effectivement, il faut trouver un outil pour corriger cette Donc vous êtes pour le statut de bailleur privé? Ça, oui, c'est un très très bon statut. C'est sain, c'est équilibré. Et avec un comportement raisonnable des acteurs du marché, c'est-à-dire ne pas refaire de l'inflation sur les prix de terrain qui a amené pour beaucoup la crise que le secteur a traversée ces dernières années. Encore une fois, on est sur un marché où il y a un besoin. On n'est pas en surproduction de logements, on n'est pas en train de construire des résidences secondaires. Et c'est un besoin essentiel, le logement. Il n'y a pas une année où on se dit j'ai besoin de logement, et l'année suivante j'ai plus besoin de logement. On a besoin de logement. On ne peut pas vivre sans logement. Donc, dès qu'on est au bon prix, on vend nos logements. Et c'est ce qu'on démontre, nous, depuis plusieurs années. On a besoin de logements et pour les construire, on a besoin de permis de construire aussi. Alors, vous nous disiez, avant de prendre l'antenne, qu'on était au niveau de 2020 sur ça, c'est la vraie crise du logement. Elle est là, elle est sur l'absence de permis, la forte baisse d'attribution de permis de construire depuis de nombreuses années.
qui continue, qui est renforcée avec l'approche des élections municipales. Oui, est-ce qu'il y a une question de cycle électoral? C'est-à-dire qu'on a des municipales au mois de mars prochain, donc on dit souvent maire bâtisseur, maire battu. Oui, mais les cycles ils sont de plus en plus longs. Le problème, c'est qu'à une époque, c'était 1 an avant les municipales, on redémarrait tout de suite après. Maintenant, c'est plusieurs années avant les municipales, puis après, il y a eu ces dernières années une sorte de construction bashing où c'était devenu pas politiquement correct que de construire. On oublie quand même que c'est... Alors qu'on a besoin. Pardon ? Alors qu'on a besoin de ce Alors qu'il y a des besoins, puis on n'est pas en train, encore une fois, on n'est pas en train de construire des résidences secondaires sur la Costa Brava. On construit des logements. Regardez les livraisons des programmes neufs, vous ne voyez pas à louer sur toute la façade. Les logements sont occupés dans les mois qui suivent, au pire, leur livraison. Donc c'est vraiment un bien essentiel. Pour ça, il y a besoin de permis de construire. Et pour ces permis de construire, il faut que les maires soient accompagnés. Moi, je ne critique pas les maires qui ne délivrent pas les permis de construire parce que l'origine, c'est quand même qu'ils ont un problème de financement des services associés à l'arrivée de nouveaux habitants sur leur territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école. Oui, parce qu'il n'y a plus de taxes d'habitation. Et ça, c'était supprimé sans vraiment en mesurer les conséquences. Vous avez senti une différence, ça, au moment de la suppression? Ça a pris 3 ans, bien sûr. Mais la pour moi, c'est l'essentiel. A fait baisser le nombre d'autorisations de permis de construire? Bien sûr, moi je pense que c'est l'essentiel de la crise de ces permis de construire est associé à cette baisse de visibilité que les élus ont, parce qu'ils n'ont plus l'outil pour financer les services associés, encore une fois, à la croissance de leur population. Vous vendez plus, mais à des prix moindres. Est-ce qu'on est rentré dans une guerre des marges dans la promotion ? Non, pas. Nous, notre philosophie, c'est de monter des projets qui correspondent à nos critères. D'ailleurs, vous voyez dans ce qu'on annonce dans nos guidance, on annonce une légère hausse de la marge opérationnelle. On a toujours été profitable, on continuera de l'être. On organise, on structure nos projets de manière à ce qu'il y ait un équilibre entre le pouvoir d'achat des clients et la marge qu'on souhaite avoir à la fin. Et sinon, on ne fait pas le projet. On ne cherche pas à faire du volume pour du volume. Donc, les projets on peut tout à fait trouver un équilibre intéressant entre les différents acteurs à partir du moment où on s'intéresse bien au produit final et à l'acquéreur. Donc, il y a des variables, et une des variables importantes, c'est le prix des terrains. Et les terrains, encore une fois, la France, ce n'est pas non plus une île. De l'espace, on en a. Ouais. Et on l'a prouvé récemment, des transformations de friches industrielles. On vient de gagner encore un projet dans le nord de la France, du recyclage de bureaux. On vient de lancer une opération où on a mis en vente, alors c'est un projet de plus de 200 logements, mais on a mis en vente une première tranche de 60 logements. En un week-end, on en a vendu 35. Aujourd'hui, c'est quoi la part dans votre activité de reprise de friches, de changement de surface existante par rapport au 9-9 ? C'est une bonne question, mais je ne pense pas pouvoir vous donner la réponse. En fait, on construit quand même pour l'essentiel sur de l'existant. Oui. On prend très très peu de terrain non bâti. Donc j'allais dire, comme on est pour l'essentiel à 95% sur des zones déjà urbanisées, on ne doit pas être loin, sans que ce soit nécessairement des friches, mais on est toujours sur des terrains qui ont déjà été bâtis. Vous allez regarder le marché avec des acquisitions potentielles. Vous avez de la trésorerie, 400 millions d'euros. Est-ce que vous allez faire des acquisitions? Parce que là, pour le coup, il y a des promoteurs en difficulté à reprendre. Oui, alors il y a une partie de cette trésorerie quand même qui est dédiée, comme on l'a dit, environ la moitié au financement de l'opération qu'on a à Gare d'Austerlitz. C'est 200 millions, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et puis, on regarde effectivement toutes les situations qui nous sont présentées. Après, on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire que si un projet a été conçu avec des coûts qui ne correspondent pas au pouvoir d'achat des clients et que le chantier a démarré, on ne peut pas revenir en arrière. C'est que la caisse des dépôts qui peut reprendre le chantier, quoi. Ouais, puis c'est quand même l'argent du contribuable, donc je ne sais pas si on le souhaite non plus. Non, mais parfois ça finit comme ça. Après, alors il y a les banques quand même qui mettent en place des garanties, qui ont mis en place des garanties, qui finiront les projets. Ça, c'est quand elles ont mis leur GFA en place. Et les banques ils doivent être un vrai régulateur justement sur ces projets. Donc là, pour le moment, on n'a pas vu de situation où on pensait qu'on serait capable de redresser et de reprendre. Mais on continue de regarder. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Nordine Hachemi pour nous parler immobilier, le PDG de Kaufmann & Broun.